Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par Cap Industrie en partenariat avec Sofitex Semeca sur les solutions destinées à l'optimisation de la trésorerie de votre entreprise. Je suis très heureux de vous accueillir, hein. Je suis Mathieu Calais, chargé de mission développement industriel pour Cap Industrie et j'ai le plaisir d'accueillir pour intervenir lors de ce webinaire Jérôme Riboulet, le délégué régional de Sofitex, notamment pour la région Nord et Grand Est. Antoine Alopo qui va nous rejoindre. Il y a des petits soucis de connexion, mais il était là il y a un instant, qui est le directeur général Sofitex Semeca. Luc Laratte, le dirigeant de Trois Axes, et Nicolas Martin, le dirigeant d'UMA. Quelques consignes, petites règles pour le confort de tous. Vous avez un chat où je vous invite à vous poser vos questions. Nous y répondrons en live ou tout de suite après la fin des exposés. Il y a du temps prévu pour cela. Bien sûr, c'est un webinaire où on est là pour vous apporter de l'information, répondre à vos questions. Il faut que vous repartiez avec des réponses. Donc, si on n'est pas clair ou autre, n'hésitez pas à nous le remonter. Les sujets sont parfois techniques. Le tout, bien sûr, avec bienveillance. Enfin, le replay du webinaire sera disponible tout de suite après la fin de la session. Le document est téléchargeable, le support de webinaire est téléchargeable. Vous avez normalement une petite flèche en haut à droite de l'écran. Et de toute façon, j'ai prévu de vous l'adresser suite au webinaire. Pensez à couper vos micros si vous n'intervenez pas. Je me répète, mais il vaut mieux deux fois qu'une. Et puis, on va pouvoir commencer avec la partie d'Antoine Alopo sur un petit point sur la conjoncture économique et ses perspectives. Antoine, c'est à toi. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est oui. Parfait. Bon, super. Me voilà rassuré. Donc bonjour à tous, voilà, heureux d'être là aujourd'hui. Merci à Mathieu pour l'organisation et à Cap Industrie. Donc je vais commencer par quelques slides donc sur la partie économique. Donc on a fait un événement la semaine dernière, justement avec la collaboration de COFAS, donc sur la croissance mondiale qui est au ralenti, plutôt et en grande partie par les tensions commerciales. Et donc ce qui est beaucoup évoqué naturellement. Donc vous avez sur la partie gauche donc la croissance annuelle du PIB, donc avec la part réalisée par la Chine, les économies émergentes, les États-Unis, etc., etc. Et puis à droite, vous avez la croissance, les prévisions de croissance annuelle du PIB, 2024, 2025 en prévision et 2026 en prévision. Donc voilà, on voit que la croissance est plutôt molle. L'Inde, voilà, qui devrait être autour des 7 cette année, 2026 devrait se tendre néanmoins. Et un peu pareil également sur la Chine, le Brésil. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de toute manière voilà, sur l'ensemble du pays ou presque de ce graphe. Je dirais peut-être à l'exception de l'Allemagne, de l'Italie et des États-Unis où on est plutôt sur des croissances. Peut-être, par exemple, sur l'Allemagne, où je sais que l'événement et des échanges que nous avons avec les industriels, a priori, les carnets de commandes dans le cadre du plan de relance en Allemagne repartiraient en forte hausse, en tout cas sur certains secteurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on nous redit, donc qui confirmerait, au fait qui explique aussi ces prévisions en hausse, notamment pour 2026. Et puis voilà, l'Italie qui se porte plutôt un peu mieux. On a vu que la notation des agences de notation ont revu la notation de l'Italie à la hausse. Deux éléments, bien sûr, c'est la hausse des droits de douane aux États-Unis qui impacte fortement l'économie mondiale et son organisation. Et on voit tous les effets indirects, notamment avec un sujet dont on entend beaucoup parler actuellement, qui est le sujet de la Chine, avec énormément de produits voilà, qui rentrent sur nos territoires et qui viennent concurrencer nos industries. Donc, c'est un point de vigilance. Et si on fait le zoom européen, alors j'en ai un petit peu parlé, mais globalement, on voit que voilà, l'Italie, la notation a été revue à la hausse, au même titre que l'Espagne et que le Portugal. Contrairement à la France, où là, Fitch avait baissé d'un cran, c'était au mois de septembre.
Voilà, hein, c'est l'instabilité politique qui est là. Avec ce qui s'est passé hier matin, je dirais que voilà, ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de ce sujet. Donc c'est clairement quelque chose qui par nature inquiète et n'incite pas, je dirais, forcément toujours à l'investissement. Donc évidemment, c'est un point de vigilance. Après, à votre disposition pour aller plus en détail, je dirais, n'hésitez pas après à prendre contact via Mathieu avec Jérôme ou moi en direct pour voilà, approfondir un certain nombre de sujets, soit pays, soit marché. On est bien sûr à votre entière disposition. Sur la trésorerie des entreprises, donc ce qu'on note, c'est ça. C'est donc vous voyez le service en bleu foncé, industrie en vert, et puis en bleu clair, donc plutôt les PME, enfin les PME, PMI. Donc on voit que les situations des trésoreries se tendent, restent fragiles. On l'observe déjà depuis quelques mois. Donc, je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais Mathieu renverra les slides, comme ça vous l'aurez en grand format. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on note, et on parlera de Sofitech et Semeca ensuite, mais c'est vrai que c'est quand même cette dette PGE qui est très très présente encore dans bon nombre d'entreprises. Donc on arrive bientôt à terme, mai 2026, mais voilà, c'est bientôt, mais en même temps c'est encore long. Donc, on a des dispositifs d'ailleurs pour ça, pour continuer à investir. On sait que c'est absolument nécessaire pour l'industrie, pour rester compétitif, aller chercher de nouveaux marchés. Donc, on reparlera d'un outil qu'on a mis en place avec les UIMM. Et puis voilà, le sujet, c'est ça, c'est que cette dette PGE est encore très présente. Je dirais qu'elle n'a pas posé de problème au tout début dans le sens où les activités ont plutôt été fortes finalement en 2021, 2022, 2023, mais 2024, c'est vrai, septembre 2024 de mémoire, après suivant les secteurs, bien sûr, ça commençait à se tendre un petit peu. 2025, voilà, on va dire que si je reprends les notes, je dirais, de conjoncture des professions de la métallurgie, on voit beaucoup entre moins 5 et plus 5. C'est ça les retours d'enquête que nous avons. Donc là, et je vous parle aussi bien en chiffre d'affaires réalisé qu'en carnet de commandes. Donc c'est vrai que tout ça, c'est un point de vigilance parce que là, on sait que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Donc pareil, on reparlera des outils juste après, mais c'est vraiment un gros point de vigilance. Et puis aussi par rapport à des impacts sur les capacités d'autofinancement. Donc là aussi, l'importance d'avoir des outils permettant de passer ce cap et de pouvoir continuer à investir. Je passe sur la partie des défaillances. Donc ça, alors il y a eu des articles pas plus tard qu'hier sur le sujet. Donc, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que les défaillances augmentent un peu partout, clairement, c'est ce que nous observons. Donc, de part, tout simplement, le ralentissement de l'activité dans bon nombre de pays, donc baisse des marges et hausse des charges, notamment autour des sujets de l'énergie, les masses salariales, avec toute la partie en lien avec l'inflation qu'on a connue ces précédentes années. Donc on voit que je crois que là globalement sur cette année en France, alors suivant les sources, mais on serait sur du 69 000 défaillances. Alors ça, 69 000 défaillances, attention, c'est tout confondu. C'est toute activité confondue, donc un grand nombre de TPE dans ces 69 000. Mais néanmoins, ça note une augmentation des défaillances parce que justement, l'activité n'est pas forcément au rendez-vous. Les marges se maintiennent plutôt dans nos industries, mais dans d'autres secteurs sont beaucoup plus complexes à tenir. Donc voilà, néanmoins, un point d'attention, et ce qui explique cette forte augmentation des défaillances, on le voit en Allemagne, on le voit au Royaume-Uni, et puis sur la droite, vous l'avez sur un tableau États-Unis, Japon, Brésil, où là, il y a plutôt une tendance à la baisse ces derniers mois. Donc, et après, voilà, je dirais que 2026, je dirais que ça va dépendre. Est-ce que les tensions commerciales qu'on connaît aujourd'hui vont se maintenir
Ils vont continuer en 2026. Est-ce que voilà, il y a pas mal de sujets géopolitiques, voilà, comme nous le savons tous, donc qui sont voilà, autant de sujets d'attention ces prochains mois et ces prochaines années. Donc, s'il y a des questions sur la partie économique, voilà, l'idée, c'était de faire un rapide panorama. Donc, pas encore de questions, Antoine. Bon, donc je continue, Mathieu, c'est parfait. Et content que la connexion se passe mieux maintenant. Donc là, on va vous présenter Sofitech et Semeca. Donc Sofitech, donc on est une société de caution mutuelle créée en 1961. Donc c'est Philippe Contet qui est l'ancien directeur général de la FIM, qui est aujourd'hui le président du conseil d'administration et que j'ai le plaisir de diriger depuis maintenant 7 ans. Donc nous sommes logés à la Maison de la Mécanique à Courbevoie. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que nous avons été créés voilà, par la profession. À l'origine, c'est la Fédération des industries mécaniques, mais je dirais qu'on est vraiment dans les organisations professionnelles industrielles, voilà, les UMM, d'autres fédérations, j'y reviendrai après. C'est repris, pardon, excusez-moi, juste en dessous. Donc, puisque nous avons comme principaux administrateurs donc la FIM, qui est à l'origine en 1961, le GIFAS pour l'aéronautique, la FIEC pour tout ce qui est électrique, électronique, communication, les fondeurs, Polivia pour la plasturgie, Franchimie, et puis le crédit coopératif. Et je crois qu'il y a un représentant aujourd'hui que je salue. Donc vraiment, la vocation de Sofitech pour Société de financement des industries technologiques, on y reviendra après, mais c'est d'apporter finalement vraiment des garanties financières. La contrepartie, c'est une souscription à notre capital qui est entièrement restituée à la fin du prêt après notre assemblée générale. Donc, Sofitech, c'est 15 personnes. L'idée, c'est vraiment de développer des outils spécialisés pour l'industrie. C'est notre raison d'être. On est là pour ça. Et donc, on est là pour accompagner, apporter des garanties financières sur les prêts octroyés, mais pas que. On y reviendra après. Et un point qui est vraiment essentiel, c'est qu'on est là aussi, on doit être force de conseil, on doit être auprès de vous. J'irai au quotidien pour vous accompagner, voilà, et entendre, écouter vos difficultés, vos besoins d'investissement, de façon à pouvoir y répondre. Et quand on ne peut pas le faire directement, l'idée, c'est de vous mettre en contact avec les bonnes personnes de façon à ce que vous ayez toujours réponse à votre question. Donc, accompagnement du crédit coopératif. Et puis, donc c'est 2024 pour Sofitech, c'est 628 dossiers pour 190 millions. Dont 140 millions de crédits d'investissement qui ont été versés. C'est à peu près 2000 sociétaires actifs aujourd'hui. Donc, notre métier, alors, je vais me répéter un petit peu, j'en suis désolé. Donc, on contre-garantit les investissements, donc matériel, immatériel, l'immobilier, prêt moyen ou long terme, tout ce qui est crédit bail matériel, crédit bail immobilier. Donc, tout ça, c'est plutôt la partie BPCE Lease. Ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, sur les 200 millions qu'on étudie à peu près chaque année, c'est la tendance cette année encore, on a aujourd'hui, par exemple, 30% des dossiers que nous analysons sont des rachats de parts, un autre 30% sont du matériel, de l'investissement. Et puis après, sur les 30 derniers pourcents, il peut y avoir un petit peu d'immobilier, puis après, il va y avoir beaucoup d'innovation, de décarbonation. Donc voilà, pour vous donner un petit peu les tendances de nos études sur les objets. La partie BFR, donc croissance externe, rachat titré BFR. Donc ça, c'est un sujet depuis l'année qui est en forte augmentation dans le cadre de nos études. Et puis après, l'innovation, la décarbonation, les projets de développement. Donc ça, c'est la partie croissance PMI. On fera un zoom particulier là-dessus. Et puis, donc, toutes les souscriptions, comme je disais tout à l'heure, versées par un industriel à Sofitech sont intégralement restituées au terme de l'encours. C'est-à-dire que ce ne sont en aucun cas des frais financiers. C'est une immobilisation financière, donc dans votre bilan, et qui vous est restituée après notre assemblée générale par rapport à l'année où le prêt s'étend. Voilà. Et si c'est un sujet factor, on en parlera tout à l'heure, c'est quand vous arrêtez la facturage parce qu'il n'y a plus de besoin. Donc, les souscriptions sont restituées après l'assemblée générale qui suit. Et puis, quelques mots. Alors, excusez-moi, excusez-moi, je vais un peu plus dans le détail là. Donc toute la partie caution sur marché.
Donc ça, c'est important. On voit qu'il y a une forte augmentation des demandes de caution sur le marché depuis le début de l'année. C'est un petit peu en lien aussi avec la partie BFR. On voit clairement systématiquement que quand je dirais l'économie est molle, voilà, qu'il y a des tensions sur l'activité, on voit une recrudescence, par exemple, des cautions de restitution d'acompte. Donc ça, c'est clairement ce qu'on observe depuis le début de l'année. L'affacturage, donc ça, Jérôme en parlera tout à l'heure, il fera un zoom particulier sur l'outil affacturage qui a été développé par Sofitech, et nous aurons un témoignage d'un adhérent. Investir et ou vendre la location financière, donc ça, c'est des conseils qu'on peut apporter. On a aussi des partenariats spécifiques sur ces sujets, donc pour financer les ventes industrielles, financer un investissement, donc ce qui peuvent être une vraie solution, je dirais, complémentaire à des financements voilà, plus classiques. Et puis toujours les souscriptions qui sont intégralement restituées. Je vous fais un petit zoom pour CMECA. Donc CMECA, donc c'est une solution d'assurance crédit. Donc CMECA est la filiale de Sofitech. Donc c'est 14 personnes. Donc aujourd'hui Sofitech CMECA, c'est 29-30 personnes si j'inclus l'alternant. Donc si vous voulez, donc ça a été créé en 1981, un peu plus tard que Sofitech. Et l'idée, si vous voulez, c'est que donc on fonctionne comme une centrale d'achat. C'est-à-dire qu'on est sur un dispositif assurance-crédit et l'idée, c'est qu'on achète un contrat groupe, finalement, à la COFAS. Donc, nous, CMECA, pour la COFAS, est un grand client, puisqu'en fait, on va demander à nos adhérents de déclarer leur chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement ou annuellement suivant les situations. Et donc, on cumule ce chiffre d'affaires et qu'on déclare à la COFAS. Et ce chiffre d'affaires cumulé, en fait, représente, alors, 1 milliard, c'est un tout petit peu marketing, c'est 960 millions pour être précis. Et donc, ces 960 millions nous permettent, vis-à-vis de COFAS, de négocier des conditions qui vont être, je dirais, d'un point de vue tarifaire, attractives. Et puis, je dirais, le plus important, alors, la partie tarif est importante, bien évidemment, mais ce qui est vraiment fondamental aujourd'hui, et on le voit encore plus actuellement dans ces scénarios un petit peu tendus, c'est d'avoir, par exemple, des délais pour la remise d'un délai contentieux qui est très large, bien adapté au process industriel. Puisque si vous avez un contrat d'assurance crédit qui est mal monté avec des délais trop courts, surtout dans l'industrie, ça ne peut pas marcher parce que vous allez vous obliger à déclarer très tôt, ce qui fait que l'assureur crédit va réagir et ça peut avoir des impacts plutôt qui peuvent être un peu ennuyeux avec votre client. Si par exemple on est plutôt dans une situation de litige et où en tout cas il y a une période où encore je dirais des échanges amiables pourraient faire tout à fait l'affaire. Si je prends moi un montant, ce qu'on peut avoir à l'esprit, c'est que sur la globalité des contentieux qui nous sont déclarés par les adhérents vis-à-vis de leurs clients, 70% des montants sont recouvrés avant l'indemnisation du dossier. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est pour ça que les délais, il faut être très vigilant sur ces sujets-là. C'est que dans l'industrie, contrairement à beaucoup d'autres secteurs, la rotation de nouveaux clients est finalement assez faible. On a souvent une bonne connaissance quand même de son portefeuille client, qui est souvent historique. Bien sûr, il y a un peu de rotation, mais qui est beaucoup moins forte que dans bon nombre d'autres activités. Ce qui fait que quand même cette relation souvent historique ou qui date de quelques années, il y a tout intérêt à vous laisser la main, surtout vous industriels, de récupérer en tout cas dans un premier temps la créance qui est impayée. Même si après, à tout moment, suivant l'évolution de la situation, vous pouvez bien sûr demander notre intervention pour votre compte, en sachant que rien ne se passe tant qu'on n'a pas un écrit qui confirme votre volonté de nous demander d'intervenir. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Puis l'autre sujet, donc ça, c'est par rapport au dispositif, je dirais, produits, outils. Donc, on va vous accompagner aussi sur les process credit management, sur le type de courrier, sur les conseils sur quel type de relance par rapport aussi à la solvabilité du client, par rapport à sa situation financière ou d'autres choses.
Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'on va aussi accompagner les adhérents par rapport à la cotation et votre cotation, vous, vis-à-vis des assureurs. Donc, on avait fait un petit guide avec la médiation du crédit qui est encore disponible dans mon bureau. Ça remonte il y a quelques années. On l'avait notamment fait après la crise de 2009. Donc, on l'a remis un peu à jour là. Mais c'est vrai que c'est important parce que, et on est beaucoup questionné, nous, là, actuellement, par les industriels, parce que vous avez la problématique avec les banques, finalement, il y a toujours une relation d'affaires régulière, quotidienne, mais avec les assureurs crédits, vous n'avez pas forcément un contrat d'assurance crédit, mais qu'on ait un contrat ou pas, on est toujours noté. Donc ça c'est un point qui c'est toujours un point d'attention. Et donc, cette note, elle est fondamentale et la garantie qui vous est octroyée est fondamentale puisque aujourd'hui, en tout cas, toutes les ETI, les grands donneurs d'ordre ont tous des contrats d'assurance crédit. Et si jamais la garantie n'est pas à la hauteur de la demande, ça peut avoir des impacts en effet sur tout simplement les conditions de paiement qu'ils vous proposent et demander des factures pro forma. Nous, on a 3 industriels avec qui on est en discussion, donc on agit vis-à-vis des assureurs crédits pour essayer de trouver une solution, pour revoir la notation de façon à trouver une solution qui permette au moins de libérer un petit peu de conditions de paiement. Alors après, chaque cas est particulier, bien sûr, et chaque cas est différent, mais c'est vrai que c'est essentiel. Et que si vous avez besoin d'appui, d'aide sur le sujet, on est à votre entière disposition en lien avec Jérôme et en lien avec Mathieu ici présent. Et puis donc notre métier sur l'assurance crédit, donc c'est le métier donc ça c'est pourquoi on doit utiliser un contrat d'assurance crédit. Ce n'est pas qu'une indemnisation en cas d'impayé. Aujourd'hui, c'est de plus en plus utilisé sur la partie prospection. Donc, nous, on a de plus en plus d'adhérents qui mettent ça dans leur process prospection. Ça peut devenir un avantage concurrentiel parce que je sais que je suis couvert, donc je propose des conditions de paiement qui vont être un peu plus intéressantes que la concurrence. Ça me permet d'obtenir des informations financières, donc pour l'ouverture d'un compte client. Les conditions de règlement, j'en ai parlé. Le chiffre d'affaires que j'assure, puisqu'après, vous pouvez assurer votre chiffre d'affaires France que le chiffre d'affaires export, les deux, suivant les besoins et aussi ce que vous fabriquez, ce que vous concevez. Optimiser mes relances clients, donc ça, c'est tous les process credit management sur lesquels on peut vous appuyer. On a 3 collaborateurs qui ont suivi des formations spécifiques pour accompagner les adhérents industriels sur tous ces sujets-là. Et puis, c'est comment éviter les impayés, mais je dirais que ça, c'est le propre, je dirais, du process credit management. Donc, c'est fortement lié au précédent point. Voilà. Donc, j'espère ne pas avoir été ni trop court, ni trop long, suffisamment clair. Mais en tout cas, à votre entière disposition, bien évidemment, si vous aviez des questions. Sur Sofitech et Semeca. Et et notre positionnement par rapport aux organisations professionnelles. Et puis là, avant de laisser la main à Jérôme, on a fait un slide sur les cautions sur marché, parce que comme je vous disais tout à l'heure, en effet, on a vraiment une forte augmentation de demandes sur ces sujets-là par nos industriels. Donc, la caution de soumission, donc là, on est typiquement sur des marchés publics. Donc ça, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Caution de restitution d'acompte, ça c'est ce qu'on le voit de manière le plus récurrente. C'est vraiment, et c'est une façon aussi de pouvoir négocier un acompte à la commande qui va vous permettre, vous, de financer l'encours de fabrication. Par exemple, quand on va fabriquer des biens sur des durées en plus parfois un peu longues, c'est vrai que la caution de restitution d'acompte vous permet de négocier un acompte. Le client demande une caution si jamais il y a une faillite du fournisseur, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être une bonne solution pour venir financer son encours de fabrication, ce qui est essentiel, puisqu'on sait que malheureusement, les acomptes à la commande ne sont pas toujours payés, même si on sait, que les acomptes ne sont pas toujours payés de manière immédiate, ce qui normalement est le cas. Caution de bonne fin, caution de retenue de garantie, ça arrive en effet sur des plus gros marchés où on a aussi des demandes, mais vraiment la caution de restitution d'acompte est celle sans aucun doute sur lequel nous avons un niveau de demande le plus fort. Donc quotité garantie, donc là par exemple, donc on garantit, donc Sofitech garantit 20%.
plus BPI, ce qui permet de garantir jusqu'à 70-80%, caution France et ou export. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis peut-être quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais je ne sais pas si Jérôme, je ne sais plus si tu avais prévu d'en parler après, mais au cas où. Donc sachez que nous, la garantie Sofitech, c'est suivant l'objet du financement, mais va de 20 à 50%. Donc du prêt, donc avec la souscription qui est avec la souscription au capital qui vous est restituée donc en fin de prêt après l'Assemblée générale. Donc cela permet en effet des couvertures plus fortes du risque bancaire et puis donc avec le premier objectif, une obtention du prêt, de la ligne de caution ou autre, aux meilleures conditions financières et niveau de garantie, bien évidemment. L'objet aussi, cette garantie va permettre de financer tout ou partie, va permettre d'éviter tout ou partie des garanties personnelles. Alors, financement de stock, oui, Nicolas. Ouais. Oui, Nicolas. Alors, il y a encore des choses qui sont en cours d'étude actuellement. C'est pas le sujet le plus facile, le financement de stock, très clairement. On connaît le fonctionnement avec les différents gageurs de la place qui peuvent venir en effet fonctionner via un prêt bancaire avec cette garantie d'un gageur. Mais autrement, on a alors ça c'est quelque chose et c'est pour ça qu'on a un partenariat avec Facto France sur la partie affacturage. Donc depuis 1 an et demi. Ce qui justement, et pourquoi on les a choisis, c'est que alors par contre ça ne peut se faire que dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Par contre, 30% en fait du montant des lignes peuvent correspondre à du financement de stock. Donc ça ne répond pas à tout, Nicolas, mais néanmoins, nous on le voit là et on a eu quelques sujets très intéressants où ça a été clairement ça a permis d'apporter un vrai bol d'air sur le sujet en sachant que c'est vrai que tout à l'heure j'ai peint un tableau un peu où tout le monde se pose pas mal de questions, les activités sont plutôt molles, mais par exemple aussi sur les sujets de l'aéronautique, avec un carnet de commandes qui est de très bon niveau, clairement ça crée des sujets de tension sur le BFR. Où ce sujet aussi de financement de stock peut être intéressant. Donc, ça peut être intéressant quand c'est des fois un petit peu plus tendu, mais aussi quand il y a des croissances qui sont fortes et avec de la visibilité. Donc, on a notamment ce sujet aujourd'hui qui existe qui nous permet d'étudier du financement de stock. Donc ça, après, chaque cas est particulier. Il faut regarder. Il y a systématiquement une visite, bien sûr, en vos locaux. On regarde les biens, ce qui pourrait être concerné par le financement de stock, mais à votre disposition pour l'étudier surtout. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci Nicolas. C'est vrai que dans les PMI, comme les nôtres, on a aujourd'hui souvent des fournisseurs qui nous imposent des minimums de facturation très, très, très élevés. On va écouler des stocks sur 1 an, voire parfois 2 ans. Et quand on doit sortir d'un seul coup 25, 30, 50 000 euros d'achat, c'est vrai que ça peut faire effondrer une trésorerie en 200, 3 000 euros. Et alors qu'on sait que la matière est bien vendue, on sait qu'on marche bien dessus, mais on n'a pas de visibilité, quoi. Donc c'est vrai que c'est un sujet assez récurrent. Ouais. Donc c'est noté, Nicolas, et puis à ta disposition pour en parler, mais sachez que cette solution existe. C'est vraiment une particularité qu'a ce Factor. Et donc, peut répondre en effet à ce type de besoin, clairement. Okay. Merci Antoine. Merci. Est-ce que tout le monde m'entend? Antoine, Mathieu, vous confirmez? Très bien, oui. Merci beaucoup. Merci Mathieu également pour l'organisation de ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous qui participaient et qui écoutaient depuis tout à l'heure l'intervention d'une part de Mathieu, puis ensuite d'Antoine, qui est parti d'une approche assez macro et qui petit à petit, on enfile dans l'entonnoir pour parler de produits spécifiques. Là, vraiment, on a parlé certes des cautions sur marché. En effet, on en voit beaucoup plus qu'avant ces dernières années. Donc, c'est un sujet qui peut être traité à vos côtés
il existe des solutions en effet. Et puis on va parler aussi maintenant, comme vous le voyez à l'écran, du prêt UIMM Croissance PMI. Il répond aussi à un certain nombre de problématiques, de questions que des dirigeants peuvent se poser, et je vais le parcourir avec vous. Alors, qu'est-ce que le croissance PMI? C'est un prêt quasi fonds propres, considéré en tant que tel pour certains, pas toujours le cas, mais en tout cas, qui va de 50 à 300 000 euros, montant limité aux fonds propres de l'emprunteur. C'est un prêt qui a quelques particularités, car il impose, et c'est nécessaire d'être versé et accompagné d'un prêt complémentaire du Crédit Coopératif, qui est une banque impliquée dans le groupe BPCE. Le Crédit Coopératif et Sofitec sont mandatés par l'UIMM pour diffuser cette ligne de prêt qui est le prêt de croissance PMI. Prêt qui a une durée qui peut aller de 4 à 7 ans et qui offre plusieurs caractéristiques assez uniques. La possibilité de franchise de remboursement en capital jusqu'à 2 ans. Ça peut être 1, ça peut être aussi 0. Il faut ajuster et utiliser cette franchise si elle est vraiment nécessaire, parce que à partir du moment où on utilise une franchise de 2 ans, c'est 2 ans d'amortissement en moins sur le reste de la durée. Donc ça peut alourdir aussi les échéances. Il faut parfois être vigilant quand on utilise une franchise de remboursement. Mais tout à l'heure, Antoine évoquait dans ses données économiques et perspectives qu'il restait pas mal de PGE dans le bas de bilan de bon nombre d'industriels et de sociétés en règle générale, mais l'industrie n'y échappe pas. Et je le dis parfois avec un petit peu d'humour, quand on traverse une piscine en apnée, c'est toujours la seconde moitié qui est la plus difficile à traverser. J'ai l'impression que le PGE respecte cette comparaison-là. Et pourtant, un certain nombre de dirigeants et d'industriels ont besoin de poursuivre leurs projets d'investissement pour pouvoir avancer dans leur exploitation. Et cette franchise de remboursement peut permettre quand même de respecter son planning d'investissement, même s'il reste encore du PGE. En tous les cas, on a vu des dossiers arriver avec cette particularité-là. La franchise de remboursement peut permettre quand même de faire la culbute et d'investir dès maintenant sans attendre que le PGE soit totalement terminé. Ça, c'est une première chose. Également, et en plus de ça, Nicolas, tu posais la question du BFR. Il est vrai que les projets de croissance aujourd'hui, c'est difficile d'en envisager parce qu'ils sont toujours mangeurs de cash. Et c'est pourquoi il était important que le croissance PMI, sollicité il y a une quinzaine d'années par les chambres territoriales UIMM, il était important qu'il puisse y avoir aussi du BFR dans ce prêt. Donc, il peut contenir jusqu'à 50% de BFR possible. Ce n'est pas anodin sur un ticket de 300 000 euros. Pouvoir avoir 150 000 euros de BFR permet quand même de bien compléter le projet, bien le démarrer, peut-être aller même chercher, allons savoir, du stock de départ pour produire. Donc ça, c'est un sujet qui est important, qui est nécessaire et qui décomplexifie allègrement les projets d'investissement et de croissance. Voilà. Un autre point, et je pense qu'il est impératif, et c'est probablement d'ailleurs la caractéristique principale, mais qui compte aussi dans ce descriptif, l'UIMM, que l'on connaît plus pour l'accompagnement RH, formation sociale, convention collective et juridique, s'implique et mouille la chemise pour accompagner ses adhérents sur un sujet de développement économique. Et là, on est complètement dans le thème. Et on le voit par la garantie 100% UIMM qui est mise à disposition de cette ligne de financement qui est uniquement à destination des adhérents UIMM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de contre-garantie BPI sur cette ligne-là. Il n'y aura pas de gage, pas de PPD ou autre nantissement selon le projet. Et ça pèse quand même dans l'économie de la ligne de financement parce que on se concentre uniquement sur le prêt. Voilà. Pour pouvoir accéder à ce prêt, il y a quand même quelques critères qu'il faut réunir. Ces critères, c'est ni le Crédit Coopératif, ni Sofitec qui les avons décidés, c'est l'UIMM qui les a décidés pour faire en sorte que
le fonds croissance PMI qui est dédié au financement de ces prêts croissance PMI soit utilisé à bon escient. Parce qu'aujourd'hui, les chambres territoriales et les 6 chambres territoriales UIMM des Hauts-de-France ont souhaité contribuer à ce fonds croissance PMI, ont souhaité mouiller la chemise pour accompagner leurs adhérents sur des sujets de développement économique. Mais en revanche, il faut le faire de façon intelligente et c'est pourquoi ces 6 critères que vous avez à l'écran sont réunis. Alors, être adhérent UIMM, ça va sans dire, mais nous le répétons, avoir une cotation Banque de France 5+ minimum, quand on connaît l'éventail des cotations Banque de France, aller jusqu'à 5+, ça laisse quand même une marge et une amplitude d'action qui est très large. Avoir publié au moins 3 bilans, voilà. Avoir une situation nette positive, avoir des fonds propres en tous les cas qui sont suffisamment quand même à minima robustes par rapport à la ligne de prêt croissance PMI sollicitée. Et puis aussi avoir une CAF, une capacité d'autofinancement suffisante pour pouvoir absorber ce prêt, cette ligne de financement qui reste néanmoins un prêt. Il faut être capable de pouvoir la supporter au niveau de sa CAF et puis aussi investir dans un investissement immobilisé au bilan. Voici les 6 critères qui sont réunis dans une fiche de préqualification que le crédit coopératif va préparer, analyser, que le Sofitec va travailler également et présenter à l'UIMM qui validera la fiche de préqualification et c'est à la suite de quoi il y aura un comité d'agrément composé d'adhérents et de permanents des chambres territoriales UIMM qui va donner la validation finale avant mise en place. Alors, l'objectif de ce comité d'agrément n'est pas non plus de faire une nouvelle analyse financière qui aura déjà été préalablement faite par le Crédit Coopératif et Sofitec. L'objectif est ailleurs. Là, c'est de véritablement vérifier la cohérence industrielle de l'investissement, vérifier que les prix des devis éventuels rassemblés correspondent au marché, vérifier, en bref, la cohérence du projet et faire en sorte, bien évidemment, que les fonds croissance PMI sont utilisés à bon escient. C'est l'UIMM qui doit, bien évidemment, donner la validation finale avant d'être éventuellement mise en place. Alors, après, il y a eu, et vous le verrez, parce que là, l'écran est peut-être petit, mais il y a eu de nombreux projets qui ont été mis en place sur le croissance PMI, avec bien évidemment le prêt participatif, le prêt croissance PMI, et puis aussi le second prêt à côté, qui est appelé le prêt complémentaire. Les deux sont versés par le Crédit Coopératif. Je vous rappelle que le Crédit Coopératif et Sofitec sont mandatés par l'UIMM pour pouvoir mettre en place ce croissance PMI accompagné de cette seconde ligne. Et si le prêt croissance PMI peut avoir un montant qui oscille entre 50 et 300 000 euros, le prêt complémentaire, quant à lui, peut être très vaste. Il est déjà monté à plus de 2 millions. C'est déjà arrivé. Vous verrez peut-être un petit peu plus précisément, mais les projets de décarbonation rentrent dans le cadre de la croissance PMI. Les projets d'investissement matériel pour produire de nouvelles pièces, ça rentre complètement dans un ADN de croissance et peut être travaillé avec une ligne de prêt croissance PMI, mais également une croissance externe, tout simplement, peut être accompagnée avec le croissance PMI. Un dirigeant et la société qu'il dirige peut souhaiter faire appel et en tous les cas acquérir une nouvelle société pour élargir l'envergure des services et des pièces fournies. Le croissance PMI a déjà servi à plusieurs reprises pour du rachat de titres, en tous les cas, et pour des croissances externes. Donc, l'envergure des projets peut être extrêmement vaste tant qu'on est bien sur un ADN de croissance, tant qu'on est bien sur un projet pour faire évoluer, grandir, élargir l'activité de la société. Voilà. Donc, je rappelle bien, ce croissance PMI, c'est jusqu'à 2 ans de franchise sur une durée qui peut aller jusqu'à 7 ans. Voilà. Ce croissance PMI peut compter jusqu'à 50% de BFR. Ce n'est pas rien. Aujourd'hui, la franchise de paiement a clairement quand même relativement disparu des propositions bancaires, quelle que soit la banque qui propose. Avant, on en voyait plus. Les franchises de paiement sont quand même devenues beaucoup plus rares aujourd'hui, alors qu'elles ont tout leur sens compte tenu des queues de PGE qui restent encore dans les bas de bilan des dirigeants des sociétés industrielles. Je le disais, le BFR et puis surtout, avant toute chose,
et ça c'est vraiment important, la volonté qui sont celles des chambres territoriales UMM, au nombre de 6 dans les Hauts-de-France, et qui souhaitent être à leur côté, aux côtés de leurs adhérents, pour leur développement économique. C'est un prêt puissant qui, à mon sens, a tout son sens dans l'état actuel de la situation économique, quand on sait que les trésoreries se sont quand même dégradées, que les bas de bilan sont lourds. Vous avez aujourd'hui, avec le prêt croissance PMI, une solution qui est particulièrement appropriée à la situation financière de bon nombre d'industriels. Voilà, je voulais vous faire ce descriptif, parce que nous le faisons depuis longtemps. Mathieu le maîtrise parfaitement, n'est-ce pas? Et puis, nous sommes là pour répondre à toutes les questions qui pourront être les vôtres sur ces sujets-là, pour vous accompagner et surtout sculpter l'accompagnement financier qui sera le vôtre si vous avez un projet de croissance. Vous aurez les coordonnées vous aurez les coordonnées de Jérôme et Antoine, bien évidemment, qui sont inscrites dans le support en fin de webinaire. Et justement, tu nous as, entre guillemets, vanté les mérites de croissance PMI, mais c'est pas que je te fais pas confiance, Jérôme, mais j'aime d'autant mieux quand c'est un industriel et un que je connais bien, qui j'ai toute confiance, qui va nous faire part de son expérience vis-à-vis de croissance PMI. Alors Nicolas, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu peux peut-être en préambule nous présenter rapidement les activités d'UMA pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise? Très bien. Eh bien, écoutez, déjà merci de me donner la possibilité de faire ce témoignage. Et puis merci également à toi, Mathieu, de nous avoir présenté le croissance PMI, parce que lorsqu'on a souhaité investir, on avait échangé et c'est toi qui m'avais proposé cette solution. Et derrière, Jérôme avait pris le relais. Alors, UMA, on est une entreprise de découpage, emboutissage des tôleries. Donc, nous sommes une vingtaine de salariés. On est situé à Neuilly-Saint-Front, dans le sud de l'Aisne, entre Château-Thierry et Soissons. On est sur des marchés aujourd'hui plutôt aéronautiques. Ça fait à peu près 25% du chiffre d'affaires, tout comme le ferroviaire, la construction électrique. On a encore un peu de bâtiments, encore un peu d'automobile, mais de plus en plus, on oriente notre activité vers l'aéro, tout simplement parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un secteur porteur pour nous. On a un vrai savoir-faire dans le domaine de l'outillage, au-delà de la fabrication de pièces de série, en petite, moyenne et grande série. Et comme je dirais les marchés automobiles, aujourd'hui, ça devient compliqué pour une PMI de 20 personnes, avec des contraintes, notamment l'obtention de la norme IATF, ce qu'on n'a pas. Donc, on a préféré s'orienter plutôt vers l'aéro, avec actuellement la mise en place de la norme NF 9100. Donc, c'est notre axe de développement actuel, c'est un axe fort. Alors, on a eu effectivement, l'année dernière, on a souhaité réinvestir dans un centre d'usinage complémentaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a sollicité donc Mathieu pour faire un petit tour des aides potentielles au financement. Et donc, on a monté ce dossier croissance PMI. L'objectif, fallait avoir un montant qui dépassait les 100 000 euros. Donc, au-delà du centre d'usinage, parce qu'on n'avait pas les 100 000 euros sur les centres d'usinage, sur le centre d'usinage, on était en dessous. Donc, on y a adjoint des financements pour mettre à niveau certaines machines. Je crois qu'il y avait également des caméras de visiocontrôle. Donc là, aujourd'hui, le centre d'usinage a été acheté, les caméras de visiocontrôle également. Il reste un petit bout de financement, notamment sur certaines de nos machines où c'est en cours, en fait. Donc ça va être solide. Pourquoi croissance PMI et pas un produit financier classique type prêt ou la LOA? En fait, ce qui était quand même particulièrement intéressant, c'était cette contre-garantie l'UIMM. Alors, on se demande souvent pourquoi on adhère à un syndicat. Alors, comme Jérôme l'a dit, il y a le côté juridique, social qui est important, mais beaucoup ne franchissent pas le cap. Mais c'est vrai que cet outil
qui te permet d'investir avec une contre-garantie forte, c'est quand même un argument fort, je dirais, pour de nouvelles adhésions. Alors là, je prends ma casquette UIMM parce que je suis un petit peu impliqué, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on ne met pas forcément peut-être suffisamment en avant, mais c'est quand même un argument fort, quoi. En plus, ce qui était quand même intéressant vis-à-vis de nos partenaires financiers, c'est justement qu'on n'avance pas tout seul sur le dossier. On a une contre-garantie qui est puissante derrière nous. Et forcément, ça a un effet de levier. Je suppose, on est moins, nos partenaires, forcément, avancent peut-être plus en confiance, sachant qu'en plus, il y a ce fameux comité d'agrément où finalement, on nous pose des questions qui permet aussi aux dirigeants de se dire est-ce que je fais le bon choix, ok, ça, je l'ai bien cadré. Ça donne aussi plus de sens à l'investissement. Et puis, bon, au-delà de ça, bon, le différé de remboursement du crédit, c'est quand même aussi un élément important, surtout comme le disait Jérôme avec les fins de PGE. Alors moi, au début, je ne voulais pas le prendre, le différé, parce que j'avais une trésorerie qui était plutôt correcte, mais je n'avais pas fait attention je pensais que mon PGE se terminait en août 2025, mais pas du tout, c'est août 2026. Donc avec mon expert comptable, on a dit oui, non, on prend le différé d'1 an, de manière à pas avoir finalement un niveau de crédit à rembourser qui soit toujours sensiblement le même, quoi. Donc ça, c'est un argument fort également. En termes de délai, Nicolas, comment est-ce que tu as vécu les choses entre le moment où on s'est rencontrés et l'obtention du croissance PMI? Ça a mis combien de temps? Est-ce que les étapes étaient complexes? Non, c'est quoi ton vécu? Là, bon, ça fait 1 an qu'on a monté le dossier. Je crois qu'on a été quand même relativement vite à le monter, avec ton aide d'ailleurs, et celle de Jérôme. Après, on a eu un petit décalage, je dirais, dans le cadre pour toucher les fonds. Nous, on était assez pressés sur l'achat de la machine. Et puis en plus, en fin d'année, il y a toujours des remises intéressantes auprès de nos fournisseurs de machines-outils. Donc, on a un peu précipité le mouvement. Comme on avait la trésorerie, ça ne nous a pas posé problème, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit décalage. Je ne sais pas à quel moment on a touché les fonds, mais je pense qu'il y a eu, à mon avis, il y a eu 1 mois et demi, 2 mois, si vous voulez. Donc nous, ça ne nous a pas posé problème dans le quotidien, mais c'est vrai qu'il aurait fallu peut-être qu'on monte le dossier plus tôt, de manière à ce qu'on ait la jonction. Si on avait eu des problèmes de trésorerie, peut-être que ça aurait pu retarder le projet. Bon, ce qui n'était pas le cas pour nous. Donc finalement, ça s'est très bien passé, quoi. Moi, j'ai le sentiment que le dossier, effectivement, a été bien monté assez rapidement. Puis bon, on a été appelé par les membres de la commission UIMM assez rapidement aussi. Ça s'est fait très vite, en fait. D'ailleurs, je vais en refaire un. Dès que je peux. Ça marche. Merci pour ton témoignage, Nicolas, pour ton expérience. Ouais. Est-ce qu'il y a on n'a pas de questions pour l'instant, donc on doit être super clair. Je vais reprendre la main à ce moment-là, Mathieu. Oui. Ouais, alors je rebondis. Merci, Nicolas, pour ton témoignage. En effet, tu as utilisé 1 année de franchise, que tu as ajusté la franchise qui est possible dans le croissance PMI à ton PGE pour que ça soit complètement ajusté à la situation qui était celle de Huma. C'est très bien, je pense que c'est une bonne décision. En effet, tu étais très pressé parce que le projet était en fin d'année pour bénéficier de tes tarifs, donc tu étais très pressé en effet pour verser le dossier. Après, voilà, en effet, c'est un prêt qui se montre comme tout autre prêt. Il y a cette étape qui est très importante, qui est un symbole aussi important du comité d'agrément. On doit respecter cette étape, elle est nécessaire, elle solidifie, elle crédibilise, et puis elle est vraiment importante aux yeux et dans le respect de tout ce que les adhérents peuvent verser à l'UIMM. Ce comité est une étape, selon moi, essentielle du croissance PMI. En tous les cas, merci. Et puis, bien évidemment,
Je rebondis sur ce que tu disais, Nicolas, également sur les déblocages. En effet, il y a 2 lignes à débloquer. Certes, les deux lignes et les 2 prêts sont montés concomitamment, mais les déblocages peuvent parfois être un petit peu décalés de l'autre en fonction des dates de livraison. Donc, il n'y a pas de sujet particulier tant que l'on sait que de toute façon, il y a bien ces 2 lignes qui sont montées. Après, au niveau du déblocage, il peut y avoir parfois plusieurs semaines. C'est déjà arrivé qu'il y ait 5 ou 6 semaines d'écart entre le déblocage TPMI et le déblocage du prêt complémentaire ou inversement. Donc, ça, ce n'est pas un sujet. En tous les cas, je préfère anticiper les éventuelles questions de dirigeants qui nous écoutent sur ce sujet-là. On le gère très facilement. Et puis de toute façon, nous sommes à disposition pour les éventuelles questions au terme de ce webinaire. J'aborde le dernier point de notre intervention, qui est celui de la facturage, parce qu'on parlait tout à l'heure de sujets quand même BFR qui peuvent amener des difficultés dans les entreprises. Et c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité désormais. Et quand on parle de BFR, on peut très vite parler d'affacturage. Alors, je vais m'arrêter un instant là-dessus, parce qu'il y a plusieurs déjà prérequis qui doivent être évoqués au niveau de l'affacturage. Déjà, tout d'abord, c'est vrai qu'il y a 15-20 ans, l'affacturage était extrêmement mal connoté, souvent associé aux entreprises en difficulté. Les choses ont bien changé depuis. C'est un outil qui s'est sculpté avec les années. Et les acteurs qui diffusent l'affacturage, et il y a un acteur facteur dans tous les groupes bancaires aujourd'hui, soyons clairs, les acteurs de l'affacturage ont su quand même maintenant faire en sorte d'avoir un outil plus sculpté, plus pertinent et plus ajusté à toutes les situations d'entreprise. Mais notamment d'ailleurs des groupes qui sont en très bonne santé font appel aujourd'hui à l'affacturage pour mieux négocier d'ailleurs leurs achats en amont. Alors, en revanche, c'est une prestation de service qui peut imposer son coût. Et ça, à la maison de la mécanique, ça nous agaçait un petit peu, parce qu'on trouve que c'est utile pour récupérer les sous qui sont ceux de l'entreprise, récupérer les sous qui sont le fruit du travail de toutes les personnes de l'entreprise, de l'atelier, des bureaux, de tout le monde. C'est quand même pénible de devoir consacrer de l'énergie à relancer le règlement des factures, des prestations qui ont été réalisées. Mais au-delà de ça, le facteur, c'est pratique, mais ça impose un certain coût qui se décompose de la façon suivante. Un fonds de garantie, voilà. Généralement, ce fonds de garantie, il est sur des phases de façon standard aux alentours de 10%. Alors attention, quand vous cédez 100 000 euros de facture, j'arrondis, ça sera plus simple pour nous toutes et tous, vous récupérez tout de suite 90 000, les 10 000 restants ne sont pas perdus, je vous rassure, vous les recevez un petit peu plus tard, mais en attendant, ils ne sont pas sur vos comptes. Voilà. Il y a la prestation d'affacturage, donc la commission d'affacturage qui est à prendre en compte, et il va y avoir aussi la commission de financement. Alors là-dessus, vous pouvez, vous, en tant que dirigeant, avoir un impact positif dessus, parce que plus vous débloquez rapidement, plus la commission de financement sera forte. Si vous avez déjà un petit peu de trésor sur les comptes de l'entreprise, peut-être est-il sage parfois d'attendre un petit peu avant de débloquer les sous qui sont mis à votre disposition chez le facteur pour essayer de réduire autant que faire se peut la commission de financement. Et puis vous avez parfois aussi dans la prestation de service l'assurance crédit qui est incluse dans la prestation de l'affacturage, parce que de toute façon, le facteur ne pourra jamais financer vos factures si le client n'est pas couvert. Bon, quoi qu'il en soit, ces centres de coûts, ces coûts qui s'additionnent les uns aux autres font qu'au bout du compte, on trouvait à la maison de la mécanique, chez Sofitech, que cette approche-là pouvait être un petit peu trop coûteuse. Donc, on a souhaité essayer de faire en sorte d'avoir un impact positif sur les offres qui sont faites par des acteurs facteurs. Et on travaille aujourd'hui, on l'a cité tout à l'heure, avec Facteur France, mais on travaille aussi avec BPCE Factor. Et l'idée était de réduire l'envergure du fonds de garantie et de faire en sorte que ce fonds de garantie se réduise de 10 jusqu'à 3%. Donc, au bout du compte, là où vous cédez 100 000 euros, vous récupérez de façon standard, en règle générale, 90 000 euros tout de suite avec notre intervention
aux côtés des facteurs que je vous ai cités, eh ben, on peut faire en sorte de réduire ce fonds de garantie de 10 à 3%. Donc, vous percevriez et vous pouvez percevoir jusqu'à 97 000 euros au lieu des 90 préalablement évoqués de façon standard. Ce n'est pas anodin. Cette différence, elle n'est pas anodine parce que quand on sait que les trésoreries se sont allègrement détériorées, c'est quand même une différence en termes de versement immédiat qui compte. Qui compte parce que regardez l'exemple que vous recevrez de toute façon dans le mail que vous enverra Mathieu au terme de ce webinaire. Mais vous avez un exemple en dessous qui est très clair avec une approche standard de 2 millions d'encours cédés à 10%, c'est 200 000 euros sans intervention de Sofitech. Et ben, c'est plus que 60 000 euros de dépôt de garantie avec une intervention de Sofitech qui permet de réduire de 10 à 3%. Hein. Alors, c'est un maximum, ça peut être un petit peu moins, ça peut être 5, mais c'est toujours ça de prix. Et aujourd'hui, toutes les solutions sont à envisager pour essayer d'optimiser ces niveaux de cash et de BFR. Et sur la facturage, il existe encore, à mon avis, dans beaucoup de cas, des solutions qui permettent, notamment l'intervention de Sofitech, de réduire cette envergure de fonds de garantie. La différence sur l'exemple que vous voyez là, c'est une différence sur 2 millions d'encours. C'est un gros encours, mais c'est quand même 140 000 euros de cash immédiat et différent pour un coût qui n'est rien parce que nous intervenons aux côtés du facteur et nous demandons à l'industriel de rentrer à notre capital, comme l'évoquait d'ailleurs très très bien Antoine en début d'intervention. Vous entrez au capital de Sofitech et si vous souhaitez mettre un terme à ce contrat facteur, vous récupérez les souscriptions que vous nous avez versées. Ces souscriptions, dans le cadre d'un contrat facteur, elles sont de 0,4% de l'encours max. Donc, ça reste extrêmement modéré quand on voit le caractère positif de notre intervention aux côtés des facteurs que je vous ai évoqués. Donc ça, c'est vraiment important. C'est des sujets qui sont d'actualité. On en met beaucoup en place. Hein. Et on voit aussi aujourd'hui, et ça je m'arrêterai là-dessus après dans ce descriptif, mais c'est important que je m'arrête un instant sur ce point-là. Avant la crise Covid, je suis désolé de revenir encore sur ce sujet-là, mais avant la crise Covid, peut-être qu'on ne faisait pas forcément attention toujours à la façon avec laquelle et aux soins que l'on portait à son poste client et à son financement. Aujourd'hui, dans tous les dossiers dans lesquels que nous instruisons avec Antoine, chez Sofitech, on voit quand même que les banques, quelles qu'elles soient, hein, et les crédits coopératifs n'y échappent pas, et nous non plus, on fait attention à ça. Vu que on va prendre du risque bancaire dans nos interventions en contre-garantie, eh ben, c'est normal qu'à partir du moment où on prend du risque sur un dossier, où on va s'impliquer sur un dossier pour permettre à l'industriel de poursuivre ses plans de financement, c'est normal que l'on accorde un petit peu de soin et d'attention à la façon que peut avoir le dirigeant à piloter son poste client, que ce soit dans son financement, quant à sa sécurisation. On regarde ça aujourd'hui. On peut difficilement demander du BFR à ses partenaires bancaires si on ne prend pas soin au financement et à la sécurisation de son poste client. Voilà ce que je souhaitais dire, Mathieu, sur ces sujets d'affacturage. Il nous reste assez peu de temps avant la clôture officielle du webinaire. C'est ça. Je propose qu'on puisse prendre le témoignage de Luc et puis tu pourras reprendre la main derrière, Jérôme, si ça te va. C'est Antoine qui, à ce moment-là, qui reprendra la main pour faire cette comparaison qu'il existe aujourd'hui entre une approche full factor et un affacturage avec assurance crédit déléguée. Ça marche. Merci, Luc. Ouais, Luc, alors si tu veux prendre la parole, dire qui est Trois Axes, quelle a été ta problématique et qu'est-ce qui t'a fait te tourner vers les solutions proposées par Sofitech en matière d'affacturage. Merci Mathieu. Donc, effectivement, bonjour à tous. Luc Larade, donc dirigeant de Trois Axes. Trois Axes est une PME qui a à peu près la même dimension que UMA, une vingtaine de collaborateurs, 2 millions
chiffre d'affaires. Nous, on usine du profil aluminium, donc on est des usineurs. Pour le sujet factor, effectivement, j'ai connu le factor dans une première vie en 2008-2009, une première occasion où on sortait d'une période de crise qui n'était pas évidente, que beaucoup de confrères ont connu. Et j'avais du coup, suite à cette expérience, eu une idée un peu très fermée, on va dire, du factor, qui était un outil effectivement à utiliser en cas de détresse et en cas de complications, qui coûtait très cher et qui n'était pas forcément quelque chose de très positif. Et comme l'a dit à différentes reprises Jérôme et même Antoine, j'ai eu besoin de refaire appel au factor l'année dernière, effectivement, suite à, on va dire plutôt, un besoin de gestion de mon poste client qui entraînait, bien entendu, une déperdition de trésorerie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvé avec 150 000 à 300 000 euros dans le client, avec des décalages de règlement de gros faiseurs sur la place, ce qui n'est jamais arrivé dans mon activité. Et en discutant et en échangeant, effectivement, on s'est rendu compte que Sofitex et Meka, parce que je parle vraiment d'une solution complète, pouvait nous aider à négocier auprès de certains intervenants une solution au factor qui était vraiment un outil à la gestion de notre poste client et pas une dépense inutile, puisque, encore une fois, pour moi, c'est un vrai outil de levier, en fait, qui nous a aidé à améliorer la gestion de nos postes clients, à que ce ne soit plus une problématique en interne, donc à plus gérer notre comptable interne. Il n'avait plus forcément cette préoccupation immédiate. Nous, en termes de trésor, ça nous a permis aussi de pouvoir financer du stock. Aussi, Nicolas parlait tout à l'heure de cette partie stock qui était importante. Nous, sur notre métier, c'est quelque chose qu'on s'interdisait par le passé et aujourd'hui, on se le réautorise sur des gros volumes d'achat matières premières aluminium, par exemple, 50 tonnes, 100 tonnes, qu'on peut tout de suite amorcer en ayant la sécurité de pouvoir avoir une rentrée positive de trésorerie assez vite avec les paiements clients qui sont immédiats. Donc voilà un peu très rapidement le bénéfice et l'historique qu'on en a. Et donc aujourd'hui, très, très content de la solution. Comme l'a dit très, très justement Jérôme, une solution où nous, aujourd'hui, on a un encours, on vend à peu près, on cède à peu près 1,8 million de factures en objectif cette année. Et on est très satisfait. Moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a aidé à reprendre du souffle, à reprendre aussi un volet où on pouvait avoir de la trésor et du BFR pour pouvoir faire tourner notre activité au bon niveau. De la même manière, en termes de mise en place, est-ce que ça durait combien de temps entre les premiers contacts avec Jérôme et puis l'argent sur le compte? Je rigole parce que ça a été extrêmement rapide. Je ne sais pas si Jérôme s'en souvient. Mais je crois qu'on a fait ça en 15 jours, à peu près. Et c'est à ma grande décharge, parce que c'est de ma faute. Hein, je suis quelqu'un d'assez rapide, mais là, pour le coup, Jérôme et l'équipe et de Facto France, parce qu'on a conclu avec Facto France, m'ont assez surpris dans la rapidité d'action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est, je pense, un peu tous dans le même typologie dans les PME. C'est-à-dire qu'on attend, puis à un moment donné, on ne peut plus attendre. Quoi. On a besoin d'un levier à un moment donné où malheureusement, on aurait dû j'y pensais avant, mais on aurait dû faire des démarches au préalable. Et donc, voilà, mais en l'espèce, en tout cas, ça a été très, très rapide et heureusement. Parce qu'en plus, la fin d'année se profilait. On a fait ça en toute fin d'année, avant les congés de décembre. Et c'était assez. J'avais une crainte forte de ne pas réussir à payer mes salaires en janvier, par exemple. Et je pense que grâce à la solution trouvée, ça a été bénéfique pour nous. Très bien. Merci beaucoup pour ton témoignage éclairant sur cette solution, Luc. On n'a pas de questions là dans le chat, donc je propose qu'on laisse la parole à Antoine pour apporter quelques précisions complémentaires et puis reprendre les éléments. Merci beaucoup, Luc. Et puis,
Finalement, Mathieu, en fait, il faudrait uniquement laisser les industriels en fait, parler des solutions. Finalement, le reste n'a que peu d'importance. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est fondamental, et notamment sur les sujets factors, c'est que les mises en place, c'est très rapide, parce qu'il y a un sujet cash, donc par principe, hein, quand on parle de sujet cash, il faut aller vite. Et puis ça, c'était juste un rappel, mais qui va dans le sens, justement, des problématiques actuelles qui sont le cash. Donc ça, ce tableau sera transmis, hein, je ne vais pas tout vous relire. Et puis, voilà, on avait un timing à midi qu'on se doit de respecter au plus près. Mais si vous avez des solutions, de temps en temps, suivant votre typologie de clientèle, d'avoir une solution full factoring, assurance crédit intégrée dans le contrat factor, c'est parfait. Il ne faut surtout pas forcément se poser d'autres questions. Mais ce qui est sûr, c'est que vraiment, on ne peut qu'inciter, en tout cas en préalable de la démarche, de faire ces études avec délégation d'assurance crédit. Pourquoi ? Parce que la partie, le métier du facteur, c'est de financer, le métier de l'assureur, c'est de garantir. Et on s'aperçoit, et on a un cas nous flagrant là qui est en train d'être mis en place. En plus, bon, c'est des structures qui font, c'est une structure qui fait à peu près 60 millions, donc qui est plus importante, je dirais, que nos PME, PMI classiques que nous accompagnons. Mais si vous voulez, on a obtenu quasiment 7 millions de niveau de couverture client en plus que par rapport à leur solution Factor. Ce qui fait que donc ça, en plus, c'est un encours, hein, ce que je vous dis là. Donc, c'est-à-dire que c'est autant de financement et de cash disponible qui peut être débloqué grâce en ayant mis une délégation assurance crédit à côté. C'est-à-dire que vous avez votre contrat factor, votre contrat assurance crédit, et puis on a une délégation tripartite qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire que le factor est automatiquement informé des garanties qui sont octroyées dans le cadre du contrat et finance sur cette base. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, notamment, qui plus est, dans la période actuelle, que je vous invite vraiment, vraiment à regarder. Et puis après, voilà, ce qu'il faut, c'est prendre la meilleure solution, hein, tout simplement. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à regarder ça en amont. Et puis, l'avantage d'un contrat en délégation, c'est que les niveaux de couverture vont être plus larges. C'est-à-dire qu'on vous couvre aussi sur les acheteurs in bonis, par exemple, pas uniquement en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ou de plan de continuation. Voilà, il y a plus d'informations, il y a plus d'échanges sur vos clients, sur les process credit management. Donc, il va y avoir vraiment un service vraiment sur mesure. Et puis, il y a une optimisation du financement qui est la raison même de la facturage, que je vous invite vraiment à regarder en amont avec nous, bien sûr, avec plaisir pour le regarder, mais de toute manière, avec vos partenaires, je dirais que c'est un bon conseil, c'est une bonne pratique. Voilà comment je pourrais l'exprimer. Je vais me permettre de compléter très rapidement, Mathieu et Antoine, une information qui est vraiment importante. Quand on a un contrat de full factor, et parfois c'est très approprié, comme tu le disais, et c'est très bien, on ne change pas. En revanche, seuls les clients que vous aurez cédés à votre contrat seront couvertes dans ce cadre-là, avec une assurance crédit déléguée. Mais il arrive parfois qu'on n'ait pas envie forcément de céder tous ses clients au factor, parce qu'il y en a avec lesquels ça fonctionne très très bien. Néanmoins, ça peut permettre d'avoir l'assurance crédit déléguée, ça peut permettre quand même d'avoir tout le poste client couvert, qu'il soit cédé au factor ou pas. Et ça, c'est un avantage qui est important de garder à l'esprit, parce qu'au moins ça distingue les deux et ça permet de encore mieux pouvoir piloter. Et il me semble d'ailleurs, je parle même de façon certaine, que Luc a opté vers une option d'affacturage avec assurance crédit déléguée. C'est mes cas. Très bien. Oui, complètement. Genre, une assurance qui a permis, en plus de, comme le disait aussi Antoine, de couvrir plus d'encours clients et de clients qu'on n'en prenait à notre précédente assurance. Donc, et comme tu le disais, des clients qu'on ne met pas au facteur aujourd'hui, qu'on peut couvrir. Ouais, c'est vrai que ça, c'est important, avec des clauses qui permettent de financer les petites créances de masse. Donc, c'est vrai que c'est une solution qui va être un petit peu plus onéreuse, hein, clairement, mais par contre qui va être plus efficace et avec un niveau de service beaucoup plus fort. Est-ce que je peux également rajouter quelque chose vu qu'on approche vraiment de la fin du webinaire, on s'excuse du dépassement, Mathieu. Mais il y avait un point.
ce sera le mot de la fin, justement. Merci pour la transition. C'était aussi voilà, le dernier mot, ta préconisation à notre auditoire, Jérôme. Alors, oui, le dernier mot de préconisation, tout simplement que toi, Mathieu, mais également je suis à tes côtés pour répondre aux questions qui seront celles des adhérents eux-mêmes, les questions qui seront celles de toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, et de poser les questions, de les évoquer, d'anticiper, de ne pas attendre le dernier moment, surtout quand on parle de cash, c'est important. Et en ce qui concerne le croissance PMI, cet accompagnement UIMM aux côtés de ses adhérents permet aussi de préserver l'enthousiasme bancaire. Pourquoi ? Parce que c'est toujours une partie du financement global qui n'est pas à être portée par les banques, et l'implication du métier, de la mécanique aux côtés de son adhérent est un atout fort pour l'accompagnement bancaire. Donc, il y a des solutions aujourd'hui qui sont aux côtés des adhérents UIMM, qui sont aux côtés de vous toutes et tous. N'hésitez pas à les solliciter, vous contribuez, vous payez des cotisations, vous êtes adhérent, vous avez des solutions et des outils qui sont à votre disposition, sollicitez-les, et c'est avec plaisir qu'on vous les présentera et qu'on viendra vous rencontrer. Merci Jérôme. Et justement, vous pourrez retrouver les coordonnées de Jérôme et d'Antoine sur ce slide. Nous arrivons au terme de ce webinaire, donc je tiens à remercier vraiment très chaleureusement nos intervenants pour leurs propos, pour leurs témoignages, Jérôme et Antoine de la Sofitech, Nicolas Dumas et Luc de 3 axes. Un grand merci à eux pour tout le temps qu'ils ont passé pour la bonne préparation de ce webinaire et le temps pris sur leur activité professionnelle et personnelle. L'ensemble des équipes de Cap Industrie se tient naturellement à votre disposition pour vous apporter tout éclairage complémentaire, vous mettre en relation avec Jérôme, Antoine ou tout autre partenaire qui serait nécessaire pour concourir au développement de votre activité. Un grand merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée puisque c'est l'heure. Bon appétit. À bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. À bientôt. À bientôt.